Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi 3 juillet 2021. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Jeudi, le président Alassane Ouattara a participé à la célébration du 245e anniversaire de la fête nationale des États-Unis d'Amérique. La cérémonie a été l'occasion d'exalter les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et de souhaiter leur renforcement et leur diversification. À Abidjan, la commémoration avait pour cadre la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell. On regarde le reportage de Moussa Konaté avec le commentaire d'Alexis Ouedraogo. 245e anniversaire d'indépendance des États-Unis. Pour commémorer l'événement, l'ambassadeur Richard Bell a offert un cocktail à sa résidence à Cocody. Une cérémonie à laquelle a pris part le chef de l'État Alassane Ouattara, avec à ses côtés son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Le chef du gouvernement Patrick Achi, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions ont accompagné le président de la République. Une délégation ivoirienne venue témoigner de la vitalité des relations diplomatiques entre les deux pays. Quel honneur inespéré que de pouvoir célébrer en si auguste compagnie les relations d'amitié qui lient les États-Unis et la Côte d'Ivoire depuis 60 ans déjà. Et pour cause, la Côte d'Ivoire est un pays d'importance stratégique, moteur économique de la sous-région, moyeu de liaison de transport, pôle de stabilité dans une partie du monde qui en a besoin, leader continental respecté. C'est le lieu pour moi de féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès impressionnants réalisés depuis 10 ans que son Excellence M. Alassane Ouattara a accédé à la magistrature suprême. Le diplomate américain a souligné les appuis de son pays à la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du transport. L'Amérique croit en la Côte d'Ivoire. Depuis 17 ans, les États-Unis financent le gros de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire à travers le programme PEPFAR, à hauteur d'environ 100 millions de dollars par an, donc au total 1,7 milliard de dollars depuis 2004. Depuis 2019, la coopération bilatérale a fait un grand bond avec le programme du Millennium Challenge Corporation, MCC. Ce programme comprend 2 volets, sélectionnés avec soin pour leur impact stratégique. Primo, l'éducation, avec notamment la construction de jusqu'à 84 collèges de proximité, situés de manière à encourager les jeunes filles à poursuivre leur éducation. Secondo, le transport routier, avec l'amélioration de 32 km de route reliant le port d'Abidjan aux sorties de la ville et un programme de formation d'experts pour maintenir tout le réseau routier qui comprend plus de 85 000 km de route. L'ambassadeur Richard Bell a également salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire pour la paix et la stabilité dans le pays ces dernières années. Autre chose à présent, afin de faire face à l'envolée des prix, le Conseil national de lutte contre la vie chère va être réactivé et renforcé. L'annonce a été faite hier vendredi par le Premier ministre Patrick Achi alors qu'il rencontrait le secteur privé. Autre annonce importante à la fin du rationnement en électricité pour les ménages. Le chef du gouvernement s'est aussi rendu au forum des marchés dans la commune d'Adjamé pour mieux comprendre les ressorts de l'augmentation des prix. On regarde le reportage de Dangui Dangui. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu au Forum des marchés d'Adjamé ce vendredi où il a échangé avec les commerçants et leurs clients sur la question de l'augmentation des prix des produits de grande consommation. Patrick Achi a ensuite visité une boulangerie juste à côté avant de lever un coin du voile sur les enjeux de cette visite surprise sur les marchés. On a vu un certain nombre de vendeurs, comme vous l'avez vu. On a écouté également des femmes qui sont venues faire le marché, qui nous ont dit leurs sentiments, leurs perceptions. Ça nous a permis de prendre la mesure de la réalité des choses. L'une des premières actions qui ressort de cette visite, en particulier du marché, c'est le renforcement du contrôle des prix. Il se fait régulièrement, mais tous souhaiteraient que ce contrôle soit renforcé parce qu'eux-mêmes ont le sentiment que les événements successifs qui sont survenus, soit le Covid, soit les questions liées à
la pénurie circonstancielle d'électricité ont été une opportunité, une occasion pour certains d'aller dans des augmentations inconsidérées et inexplicables. Après la commune d'Adjamé, le chef du gouvernement a mis le cap sur la commune de Trècheville où il a visité l'usine des Grands Moulins d'Abidjan et écouté les responsables de cette entreprise avant de féliciter le secteur privé pour le respect de ses engagements dans le combat contre la vie chère. Ils ont joué le jeu et je voudrais saisir l'occasion pour les féliciter. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons déjà la première réunion du Conseil national de lutte contre la vie chère qui va donc définir les règles de travail qu'on aura pour, au fil des jours et du temps, arrêter secteur par secteur les problèmes qui se posent tout au long de la chaîne. Mais également rencontrer les acteurs de la principale filière d'exportation pour voir dans quelle mesure on peut accroître de façon significative la valeur ajoutée, quels sont les points bloquants, qu'est-ce que l'État peut faire à leur côté pour que dans l'ensemble, leur exercice donc, de leur activité dans le métier s'améliore, s'accroisse, mais également que l'on puisse, pour les populations, avoir un spectre de produits beaucoup plus large à des coûts encore plus accessibles. Le gouvernement est résolu à protéger le panier de la ménagère sans détruire l'outil de production, selon le Premier ministre qui a reçu un peu plus tôt dans la matinée de ce vendredi le secteur privé à la primature où il leur a renouvelé l'engagement du gouvernement à être toujours à leur écoute. Les relations du secteur public et du secteur privé vont s'intensifier en termes d'écoute. Et notre rôle, ce sera d'accompagner notre secteur privé pour lui permettre d'être compétitif, pour lui permettre d'atteindre des niveaux de productivité qui lui permettent de faire également les efforts qu'on lui demande de faire au bénéfice des populations. Le chef du gouvernement a annoncé la fin du rationnement de l'électricité pour les ménages. Les industriels doivent attendre le 15 juillet prochain. Voici déjà quelques semaines que la Côte d'Ivoire connaît des pluies torrentielles. Jeudi dernier, le maire de la commune de San Pedro, Félix Anoblé, avait appelé la population de sa commune à évacuer les sites à risque et les zones déjà inondées afin d'éviter de mettre leur vie en danger. Un appel malheureusement pas du tout entendu par la population. Le premier magistrat de la commune venait pourtant d'effectuer une visite de terrain dans plusieurs quartiers de sa commune afin de s'enquérir des dégâts des inondations des récentes pluies torrentielles. Des inondations qui ont malheureusement causé la mort de 2 enfants et fait de nombreux dégâts matériels. On regarde le reportage de Sam Conan à San Pedro. Les pluies diluviennes continuent de tomber sur San Pedro, causant des pertes en vie humaine et des dégâts. 2 enfants sont morts par noyade au quartier Bardo. À la rue des Maquis, à Seweke, l'un des points chauds de la ville à cette saison des pluies, les gros camions qui forcent le passage ont creusé de gros trous, empêchant la circulation. Au grand désarroi des vendeuses de nuit. Ça fait plus de 2 semaines. C'est ici les gros camions là passent. Ça fait qu'ils ont gâté la route là. Ils ont creusé les gros trous. Ça fait que les clients ne peuvent pas sortir pour venir. Même moto même ne peut pas passer. Au quartier Cité, devant la préfecture de police, la voie est inondée. Difficile de circuler. Les rares véhicules qui tentent l'expérience payent cash. Face à ces inondations, le maire de la ville entend prendre des dispositions pour éviter le pire. Une visite des zones à risque est vite entreprise. Première étape, la zone de vente de bois, à proximité du fleuve San Pedro. Ici, tout se fait avec des pirogues. Ensuite, le quartier Sautref. L'eau est visible partout, comme dans cette cour où les toilettes sont restées dans l'eau. Depuis il pleut là, on ne peut plus rentrer. On ne sait pas comment on va faire. Avec les enfants même jouent dans l'eau là. Alors que c'est maladie, on ne sait pas comment on va faire. Un ferrailleur, leur voisin, ne sent pas encore ce danger. Il fait même des branchements à risque. Peu après, nous voici au Bardo 16-1. Ici, une maison risque de s'écrouler. Un peu plus loin, le propriétaire de ce bâtiment, lui, n'a pas ce problème. Il préfère rester dans le bas-fond, loin des bruits. Le premier magistrat de la ville ne comprend pas ce comportement. Vous avez des gens qui construisent les week-ends, des gens qui construisent en pleine nuit. Vous venez, vous faites arrêter un chantier, le lendemain ou 3 jours après, quand vous arrivez, les murs sont élevés, la maison a une toiture déjà.
Je ne peux pas arriver à comprendre que des gens qui ont des moyens pour construire n'aillent pas prendre des terrains dans des zones normales et qui viennent construire dans des bas-fonds. Quel est ce plaisir à mettre sa famille en danger? Je crois qu'à un moment donné, je l'ai dit au procureur, nous allons poursuivre certaines personnes pour non-assistance à personne en danger. Enfin, nous voici à Belleville, quartier Fin-Goudron. Ici, les maisons sont dans l'eau. On vit, on survit. Pour le maire de la ville, Félix Anoblé, il faut prendre des mesures d'urgence. Nous avons eu 2 enfants déjà qui sont morts par noyade dans cette zone. J'appelle tous ceux qui habitent donc dans les bas-fonds à déménager dès maintenant pour aller dans les centres d'accueil qui ont été donc réservés par M. le préfet pour accueillir ces populations. En attendant donc la fin de la saison de pluie, mais dans le même temps, des maisons donc, qui sont considérées comme des maisons dangereuses, on sera obligé de les détruire. Les premières familles victimes de cette saison des pluies sont déjà hébergées dans cette école primaire, au quartier Sautref. Retour à présent dans le district d'Abidjan avec le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a visité le nouveau camp militaire d'Akwedo. Sur place, Téné Birahima Ouattara est allé s'imprégner des réalités militaires. Une visite de travail au cours de laquelle il a rendu hommage à son prédécesseur Ahmed Bakayoko avant de s'engager à renforcer les capacités opérationnelles de ses hommes sur le terrain. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, en visite au camp militaire d'Akwedo. Une visite des casernes et structures de défense pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des militaires. Téné Birahima Ouattara, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a au nom du président de la République, chef suprême des armées, félicité ces hommes pour leurs actions en faveur de la sécurité des Ivoiriens et leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a aussi dit l'engagement du chef de l'État et du gouvernement d'accroître les capacités opérationnelles de l'armée. Le président de la République nous a demandé de tout faire pour être à côté des troupes, pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons leur apporter donc le confort nécessaire, devant leur permettre de faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Je m'emploierai, bien entendu, avec le soutien donc, de toutes les troupes, de faire en sorte que nous puissions créer des conditions meilleures de vie, de sécurisation aussi des populations à l'endroit des soldats. Téné Birahima Ouattara a rendu hommage à son prédécesseur, Ahmed Bakayoko. Je suis agréablement surpris, pour tout vous dire, et cela je dois en toute sincérité féliciter mon prédécesseur, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a essayé donc de poser des actes concrets. Téné Birahima Ouattara sera dans les prochains jours à la caserne de gendarmerie d'Agban. Place à présent à l'actualité internationale. La France, dont plus de 5000 militaires sont déployés au Sahel, va reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes. L'annonce intervient alors qu'elle avait suspendu sa coopération bilatérale à la suite d'un second coup d'État au Mali en mai dernier. Pour réduire la voilure au Sahel, la France compte beaucoup sur la montée en puissance du groupement des forces spéciales européennes Takuba. Takuba rassemble aujourd'hui au Mali 600 hommes. La moitié sont des Français, les autres des Estoniens, des Tchèques, des Suédois et des Italiens. La Roumanie s'est également engagée à y participer. Et puis on termine avec du sport, du football. L'Euro 2021, l'Italie s'est qualifiée pour les demi-finales de football où elle affrontera l'Espagne le 6 juillet prochain. Les Italiens ont dominé la Belgique sur le score de 2-1 en quart de finale de la compétition hier vendredi à Munich en Allemagne. République tchèque, Danemark et Ukraine-Angleterre sont les 2 derniers quarts de finale de l'Euro à suivre ce samedi. Et ce samedi, restez sur RTI 1 à 10h et à 13h. Herman Guivet sera chez vous pour vous présenter l'édition de la mi-journée. Restez en notre compagnie, toujours sur RTI 1. Quant à moi, je vous dis à demain, 6h30.